cops, j'espère que vous allez bien. Vous l'aurez sûrement remarqué, je ne suis pas chez moi et surtout, je ne suis pas seule. Nous avons deux invités de taille aujourd'hui avec Petit Chat qui est aussi avec nous. Ça fait un petit temps que j'ai envie de donner de la voix à des femmes qui m'inspirent et que je trouve du coup inspirantes aussi pour vous. Et donc aujourd'hui, on accueille Pauline qui va nous expliquer un petit peu son histoire. Cette série de vidéos YouTube, elle va s'appeler Elles prennent leur place. Je trouve ça important de donner aussi de la voix à des femmes qui font des trucs super chouettes. On va commencer tout de suite avec Pauline. Déjà, c'est une de mes grandes amies et si vous avez un petit peu suivi, c'est aussi la super graphiste qui s'est occupée de tout le design de mon livre Future Bride Club. D'ailleurs, merci encore pour le super accueil que vous lui avez réservé. On est trop contente d'avoir atteint les précommandes aussi rapidement. Pauline, toi, tu avais un boulot, ce qu'il y a de plus classique, on va dire, tu étais consultante. Et puis, tu as décidé de tout plaquer du jour au lendemain, si on peut dire ça comme ça, pour vivre de ta passion. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu déjà qu'est-ce qui a fait que tu as osé passer ce pas? Qu'est-ce qui a fait dans tes réflexions que tu t'es dit, bah en fait, il me manque quelque chose, enfin voilà. Carrément. Bah, du coup, ça n'a pas été vraiment du jour au lendemain. C'est une réflexion qui a quand même pris du temps parce que c'est vrai que quitter un taf, donc un CDI qui est très stable avec une rémunération qui te permet en fait de vivre de façon assez saine, sans pression, etc. C'était une réflexion qui était assez compliquée, surtout pour vivre de sa passion. Après, tout dépend quelle est ta passion. Pour moi, ma passion, on va dire, en termes très général, c'est l'art. Et donc en fait, pour moi, c'était aussi quelque chose qui me paraissait très inaccessible. Vivre de l'art, c'est quelque chose que j'ai toujours vu en grandissant comme étant un peu utopique, avec beaucoup de clichés aussi autour de c'était des personnes qui sont toujours très qui droit du noir, c'est très compliqué de s'en sortir, tu peux pas vraiment vivre de ça, t'es toujours en rush en fin du mois. Et donc c'est tout des préjugés que moi j'avais qui t'ont pas aidé quoi. C'est ça, un peu le cliché de l'artiste. Enfin voilà, et donc du coup c'est vrai que c'était compliqué de me projeter là-dedans, surtout que à ce moment-là, moi j'avais fait des études de business, j'avais travaillé, je t'ai dit, j'ai travaillé en consultance, donc c'était aussi difficile pour moi de me projeter dans un métier artistique parce qu'en fait je savais pas trop ce que ça voulait dire. Je savais pas du tout ce que tu faisais en fait. Non, pas du tout. Moi j'étais vraiment dans le côté processus, stratégie, très peu créatif en fait. J'avais beaucoup de mal à me projeter dans un métier créatif. Je savais pas si j'avais les compétences. Je savais juste que j'avais l'envie et la passion derrière, mais j'avais pas forcément les compétences ni en termes d'outils, ni en termes vraiment de stratégie graphiste quoi. Et créative. Et donc du coup ça a été une réflexion qui a pris quand même beaucoup de temps et puis arrivé après, j'ai dû travailler 3 ans en consultance et en fait on va dire que la dernière année c'est une réflexion qui a pris de plus en plus de place parce que je sentais que dans mon métier je manquais énormément de créativité et du coup de ce côté artistique et en fait elle s'éteignait même en dehors du travail parce que du coup je travaillais beaucoup, j'étais très fatiguée donc en fait ma créativité, et on en parlait d'ailleurs tout à l'heure, quand tu es tout le temps très occupée dans un train-train quotidien, ta créativité elle meurt et c'est seulement quand tu commences à prendre du temps pour toi et même en fait à ne rien faire entre guillemets. T'ennuyer quoi. C'est ça. Et donc moi c'est quelque chose qui me manquait beaucoup dans ma vie de tous les jours parce que même en dehors du travail j'arrivais plus à m'exprimer. Dessiner et tout encore à côté du travail quand t'avais ton job? De moins en moins. En fait au début pas du tout. Donc c'est quelque chose que je faisais beaucoup pendant mes études encore là où tu as plus de temps à côté. Puis quand j'ai commencé à travailler, je l'ai vraiment perdu ce côté-là parce que le travail plus sport, les amis, la famille, enfin voilà, il y avait déjà, le planning était déjà bien rempli et j'avais très peu de temps pour moi. Et quand j'en avais, c'était plus pour me reposer ou me ressourcer que de me dire je vais commencer une nouvelle peinture ou un nouveau truc quoi. Donc j'ai fort perdu ce côté-là au début. Après au fur et à mesure où je me sentais plus à l'aise dans mon job, j'ai repris un petit peu mais c'était quand même toujours pas suffisant pour moi on va dire. Et donc la dernière année en consultance j'ai commencé à réaliser que c'était en fait une dimension de ma vie qui était beaucoup trop importante pour que je la laisse qu'elle soit éteinte complètement quoi. Ouais c'est ça, et ça, en fait ça a commencé à me faire vraiment beaucoup de peine et aussi à me frustrer énormément et donc du coup j'étais plus frustrée dans mon taf que du coup je faisais moins bien. Donc ça a été un peu effet boule de neige. Donc, du coup j'ai pris ma décision je sais pas fin 2024 un truc comme ça en me disant je finis et je démissionne et je me lance. Et là c'était encore très flou parce que je me lance, ça voulait dire je dois reprendre des formations parce que, du coup j'ai le côté artistique, illustration, mais c'était aussi dans l'objectif de vivre d'un métier créatif et donc là je me suis penchée vers le graphisme. Connu quoi, pour ce que tu fais. C'est ça, et donc là je devais suivre des formations, voir en fait quelles compétences il me manquait pour vraiment vivre de ça. Donc, ça m'a pris quand même un petit temps après ma démission pour me former et puis petit à petit j'ai commencé à me lancer comme ça, je fais le projet avec toi, là j'ai d'autres projets qui arrivent. C'est trop chouette. Je suis encore au tout début mais c'est trop cool. C'est trop chouette, mais bravo d'avoir osé parce que franchement on le dit pas assez et en fait ça demande quand même beaucoup de
comme tu dis, de quitter une situation qui est tellement stable. Et je pense que ça peut parler à pas mal de femmes ou de filles qui nous regardent, mais vraiment d'oser passer ce pas, quoi. Et tu disais justement que, et c'est vrai, dans l'art, on nous a un peu toujours dit que c'est difficile de vivre de l'art. C'est pas, voilà, si tu quittes un job hyper solide pour faire quelque chose peut-être de plus conventionnel, peut-être que les gens vont dire oui, ok, ça va, c'est assez sécure. Mais toi, c'est vrai que tu t'es lancé dans un domaine qui est très instable à ce niveau-là. Et comment justement dans ta tête, tu as réussi à te dire, en fait, ok, on m'a toujours dit que l'art, c'était pas facile d'en vivre, mais moi, je décide d'y croire, tu vois. Qu'est-ce qui a fait que tu as eu ce changement de mindset? Parfois, il est encore remis en question, on va pas se mentir, et je pense que tu le sais aussi, quand tu es indépendante, donc tu gères tous tes trucs, tu peux vite remettre en question ton choix de carrière, parce que c'est très instable, et c'est peu sécurisant aussi en termes financiers, tu sais jamais trop, tu peux te projeter, mais on va dire que t'es pas certaine d'avoir tel salaire fin du mois, et c'est toi qui t'occupes de tout, donc c'est vrai que parfois j'ai déjà remis en question mon choix plusieurs fois, surtout après avoir déjà travaillé dans le salariat, dans un CDI. C'est quand même confortable. C'est quand même confortable, mais je pense que dans le fond, c'est des doutes qui arrivent de temps en temps, mais j'ai jamais remis mon choix en question parce que je le sens, que ce soit dans mon énergie, dans mon quotidien, dans ma motivation, dans ma créativité. Tous les jours, je me réveille avec cette petite passion, tu vois, ce sourire en mode aujourd'hui, et c'est super varié, et aujourd'hui je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, ça change tous les jours. Et donc en fait les doutes qui arrivent, ils sont vite effacés par le kiff de ce que tu fais. Par le kiff de ce que tu fais au quotidien. Ça a été vraiment un travail hyper personnel de déjà déconstruire même ma vision du succès. Je pense en fait c'était surtout lié au succès. Et le succès c'est personnel, mais je pense que c'est beaucoup lié à la vision des autres. C'est vrai qu'on dit beaucoup elle a réussi sa vie quand tu travailles dans une grande boîte et que c'est bon, t'as ton petit salaire, enfin ton gros salaire qui tombe tous les mois, que t'as une belle voiture de société et tout. C'est une forme de validation extérieure quand tu peux dire ah oui j'ai tel salaire, j'ai tels avantages, je travaille dans telle boîte qui est connue, j'ai eu telle promotion. Et c'est vrai que c'est des validations externes qui, même si tu penses ne pas y faire attention, qui sont quand même importantes. Et donc je pense qu'il y a eu d'abord une déconstruction de ça, parce que très vite moi on m'a dit mais du coup tu fais quoi et ça veut dire quoi l'illustration, et c'est quoi la différence entre l'illustration et le graphisme. Et beaucoup de gens, et encore aujourd'hui dans mon entourage, je pense que genre je dessine tous les jours, alors que c'est pas vrai, genre il y a beaucoup plus que ça. Bien sûr. Et surtout quand tu dis je suis artiste, c'est hyper vaste, tu peux être artiste dans plein de domaines différents. Tu chantes dans la rue quoi. C'est ça, ça veut tout et rien dire quoi. Et c'est vrai qu'au début j'ai eu un peu ce manque de validation extérieure, et donc j'avais du mal à me la donner aussi à moi-même. Et donc ça a été un travail plus personnel de déconstruction de ma vision du succès, de la carrière aussi. Et aussi, je pense que ce qui m'a toujours confortée dans mon choix, c'est justement une vision à très long terme. On va dire que moi, je me projette hyper fort dans ma carrière ici en tant qu'indépendante, freelance, dans un métier très créatif où je gère mon emploi du temps, mes clients, mes projets, que je me suis jamais projetée dans ma vie dans une autre carrière de monter les échelons, travailler pour machin, dans une équipe. C'est jamais quelque chose qui m'a vraiment... D'ailleurs, je me souviens quand j'ai commencé à travailler, je me disais attends, je vais faire ça. Je vais faire combien de temps là-bas? C'est ça, et j'avais pas de vision long terme parce que je me disais mais ça me correspond pas, et c'est pas, je me sens pas, je m'épanouis pas là-dedans. Et ici je pense que ce qui me motive au quotidien, c'est vraiment cette vision long terme de ce que ma carrière va être quelques années quoi. Moi je sais que c'est un truc que je fais beaucoup, et je pense que je t'ai jamais posé la question. Dans ce travail personnel que tu as fait, toutes les réflexions que tu as eues, est-ce que tu t'as aussi été un peu regarder ce que d'autres avaient fait et comment elles avaient pu réussir justement pour te dire ok en fait elle l'a fait, donc moi aussi je peux le faire, et est-ce que ça t'a inspiré, est-ce que ça t'a aidé à y croire plus, de voir des exemples? J'ai eu un peu deux approches. J'ai eu une approche plus personnelle où j'ai contacté des gens dans mon entourage ou des amis d'amis qui s'étaient lancés plus dans le graphisme pour demander justement comment est-ce qu'ils s'y étaient pris, surtout qu'on m'avait dit c'est une carrière où t'as pas forcément besoin d'avoir un diplôme, tu peux faire des formations et puis ensuite c'est basé sur ton portfolio et ce que tu proposes. Donc je me disais ok, comment tu te différencies, comment est-ce que eux ils ont fait, eux ou elles. Et donc du coup j'ai contacté des gens pour leur demander un peu leur parcours et comment ils s'étaient... et là ça m'a direct boosté à fond parce que déjà j'ai parlé avec des personnes qui étaient hyper passionnées et enfin moi il n'y a rien à faire quand tu me parles passionnément de quelque chose. Je me prends de passion aussi, je me dis mais c'est trop cool quoi. C'est ça, c'était vraiment des personnes qui... Et autant ils cachaient pas le côté plus compliqué vraiment du côté indépendant où oui t'es pas
certains ou certaines d'avoir tel ou tel projet. Parfois, tu as des moments de gros stress parce que ton agenda il est un peu plus vide, etc. Donc ça, c'est pas des côtés qu'ils ont cachés, c'est ce qui m'a plu aussi parce que je me suis vite rendu compte de la réalité que ça allait être et pas juste cet idéal de freelance, nomade, où tu bouges quand tu veux, tu fais ce que tu veux. Je fais mon sport à 10h. Voilà, c'est ça. Carrément, ça fait carrément partie des avantages, mais il y a beaucoup d'autres penchants à côté et ça, je pense que c'est quelque chose qui m'a aussi pas mal aidé au début à vraiment me positionner en me disant est-ce que vraiment t'es prête à te lancer dans une vie comme ça. C'est vrai qu'il faut réfléchir à 2 fois parce que tu dis quand même adieu à beaucoup de confort, même si bien sûr, moi souvent j'ai des potes qui me disent on est en soirée un jeudi soir et on dit mais de toute façon toi demain tu travailles pas. Si je travaille, mais c'est vrai que moi si j'ai envie demain je peux me lever à midi, bien sûr, mais du coup je travaillerai peut-être un dimanche soir là où personne ne travaille. Donc ça c'est un peu un truc que les gens parfois ont du mal à comprendre. C'est un luxe de choisir ses propres horaires, mais c'est aussi un peu une prison, je peux dire, parce que du coup, tu as tout le temps envie de travailler, tu dois te mettre tes propres limites, donc c'est pas si facile, quoi. Beaucoup d'autodiscipline, personne t'oblige à te lever le matin, personne te dit quand couper ton ordi, et c'est vrai qu'en fait, tu décroches. Et donc, pour revenir à ta question de, il y a eu ce côté-là, j'ai contacté des gens, et aussi beaucoup YouTube. En fait, je pense que ça fait partie de mon processus de formation. C'est que je me suis formée sur la partie vraiment plus théorique et technique, mais aussi sur le métier en tant que tel. Il y a beaucoup de graphistes et d'illustrateurs qui expliquent leur quotidien, comment ils gèrent les projets, comment ils trouvent des clients. Ouais, et ça m'a trop. Ça m'a permis de me projeter aussi dans le day-to-day en tant que graphiste. C'était en des francophones? Non, plutôt anglophone, mais il y en a vraiment plein. J'en suis aussi beaucoup sur Instagram qui font des plus petits formats et tout. Et ça, c'est quelque chose qui m'a blindé aidé aussi. Et qui m'a beaucoup donné envie aussi. Ah, bah c'est trop chouette, ça, je savais du tout. Ouais, ça, c'est trop cool. Et du coup, t'en parlais, tu disais que les gens connaissent pas la différence entre illustratrice, graphiste et tout. Du coup, est-ce que tu peux expliquer? Parce que moi, je le sais, mais peut-être que les personnes qui nous regardent ne le savent pas. Ouais, bah du coup, l'illustration, là, c'est vraiment ce qu'on entend par illustration. Donc, c'est du dessin, c'est vraiment à la main. Maintenant, je fais quasi tout sur tablette graphique, mais ça reste, j'ai une page blanche, j'ai mon stylet et je dessine, je crée vraiment des dessins, quoi, des illustrations. Et alors, quand je fais des illustrations pour des projets clients, là, ça reste du dessin, mais parfois, c'est peut-être, on va dire, plus des icônes, des personnages, etc. pour des marques. Là, on est dans l'illustration. Et tu fais quoi comme illustration? Genre, est-ce qu'on peut acheter tes illustrations que toi, tu as faites, on va dire, sans avoir un client derrière, mais est-ce que tu fais aussi pour des clients? Ouais, bah du coup l'illustration, j'ai 3 dimensions sous la casquette illustration. J'ai mes illustrations personnelles. Donc là c'est, on va dire, plus des illustrations que je vais faire dans mon temps libre. Quand je suis inspirée, c'est beaucoup des illustrations qui viennent de... c'est inspiré par mon quotidien, mes émotions, mes interactions. Et en un coup, je vais me dire, par exemple, si j'ai un trop plein d'émotions ou quoi, ça va être mon moyen d'expression. Et je vais me dire, ok, là j'ai une illustration qui me vient, je la dessine. Là, je la poste sur les réseaux et puis après, elle est aussi sur ma boutique en ligne. Donc là, toutes mes illustrations perso, elles sont en vente sur ma boutique en ligne. Et je fais aussi des marchés de créateurs-créatrices. Et là, je les vends du coup en physique. C'est aussi les illustrations, j'ai une exposition aussi, par exemple au Continental. Et donc là, j'expose vraiment mes illustrations personnelles. T'exposes jusque quand au Continental? Jusqu'au 27 juillet. Ok, trop bien. Puis après, il y a la partie illustration personnalisée. Donc là, c'est des commandes. Là, je digitalise, je transforme des photos. Parfois, c'est une photo et je la transforme, puis je rajoute un fond différent en fonction de la DA que la personne aime. Soit c'est plusieurs photos et moi, je crée vraiment des personnages ressemblants en fonction d'un mix de photos qu'on m'a envoyé. Ça marche très bien aussi. T'avais fait ça avec Kitty, vous me demandez hyper souvent, mais dans mon salon, j'ai une illustration. Et du coup, forcément, on n'a pas une photo de Thomas et moi avec Kitty comme ça qui pose. Et donc, c'est toi qui avais mis les trucs ensemble, on l'adore. D'ailleurs, Tom m'a dit, mais il faut absolument qu'elle le refasse avec maman Fox. On fera une illustration de Fox toute seule, à part. Je peux la remonter à c'est ça, on rajoute Fox dessus. Trop chouette. Tu penses que dans ton, je sais pas si t'as fait un peu un business plan ou quoi, mais tu penses que au niveau de ton travail, c'est quel pourcentage? Est-ce que tu vis plutôt du graphisme, plutôt d'illustration, un peu des deux, un peu plus de l'un, un peu plus de l'autre? Là, pour le moment, vu que je viens de lancer l'axe graphisme, pour le moment, j'ai plus vécu de l'illustration. Mais ce mois-ci, par exemple, ça a été vraiment le shift pour moi où j'ai vraiment commencé à avoir plus de clients en graphisme. Et en fait, très clairement, dans mon objectif ou dans mon business plan, si tu veux, le graphisme, c'est peut-être 70% de mes revenus et puis 30% l'illustration. Et à terme, j'aimerais que l'illustration, ce soit plus un revenu passif. Parce que par exemple, mes illustrations perso, je vais toujours continuer à les faire. Parce que c'est quelque chose que je fais au quotidien. En fait, dans l'idée, ce serait qu'à un moment,
ce soit vraiment poster son boutique en ligne et que ça génère en fait un revenu passif à côté de ça quoi. En plus, il y a plein de systèmes de vente en ligne, impression à la demande et tout. Là, pour le moment, c'est moi qui gère toutes les impressions, les envois et tout. Mais à terme, il y a plein de logiciels maintenant qui existent, donc c'est beaucoup plus simple. Donc oui, ce serait l'idée que le graphisme prenne quand même plus de place. Okay. Mais voilà, comme je suis au début, petit à petit quoi. Et du coup, le graphisme, qu'est-ce que tu fais concrètement? Qui peut faire appel à toi? À quel moment dans notre vie est-ce qu'on pourrait avoir besoin d'une graphiste? Alors en fait, le graphisme, ce qui est assez marrant, c'est que autant c'est quelque chose qui est peut-être pas très clair dans la tête des gens, autant c'est quelque chose qu'on voit partout, tout le temps. Le graphisme, c'est dans tout, c'est dans les affiches, les posters, les menus, les logos, les DA de n'importe quelle entreprise en fait. Donc quand est-ce que tu as besoin d'un graphiste? J'ai envie de te dire quasi tout le temps. Mais du coup, moi, ce que je propose, c'est principalement tout ce qui est identité visuelle. Donc là, c'est une personne qui voudrait lancer un business ou un business déjà existant, mais qui aimerait refaire son image de marque. Et là, c'est tout ce qui comprend logo, icône, palette de couleurs, typographie, donc tout ce qui en fait crée l'univers de ta marque. Donc ça c'est une première partie. Je propose aussi tout ce qui est service print. Donc là c'est tout ce que tu vas devoir imprimer pour ton business. Genre des stickers à coller sur... Stickers, posters, flyers, menus, cartes de visite, tout ce qui est en fait papier quoi. Et là c'est toi qui t'occupes de les imprimer, tu les apportes au client ou c'est lui qui... Ça dépend si mon client ça dépend aussi en termes géographiques. Souvent moi ce que je vais de toute façon faire quand je propose ce genre de service, c'est moi faire des tests d'impression à l'avance parce que comme ça je vois vraiment le rendu physique quoi. Avec Future Break Club, on a bien vu le problème des couleurs. Voilà, c'est ça. Ça donne jamais la même chose en imprimé que sur un iPad. Exactement. C'est un peu galère ça. Ouais, c'est ça. Donc ça, je fais quand même toujours, mais après, sinon, l'impression finale du produit, ça je m'arrange avec le client. Il y a aussi tout ce qui est plutôt site web et application. Moi, je suis pas développeuse, donc je ne peux pas coder un site web, mais je peux faire tout ce qui est maquette, design. Et en fait, l'idée d'avoir un graphiste quand tu lances ton business, c'est aussi d'avoir une direction artistique qui est hyper cohérente dans toutes les dimensions de ton business. Donc ça veut dire que ce soit des supports print, des supports réseaux sociaux, un site web, peu importe tout ce que tu veux, faut qu'en fait ta charte graphique, ton identité visuelle, elle soit reconnaissable en un clin d'œil partout, parce que souvent on va se dire c'est le logo le plus important, alors qu'en fait pas du tout. Le logo c'est une partie, c'est la partie visible de l'iceberg on va dire, mais si tu enlèves tout ce qui est en dessous, ton logo ça sert à rien en fait. Non, bien sûr. Donc avoir vraiment une identité visuelle complète, et moi c'est vraiment cet accompagnement-là que j'essaye d'apporter à mes clients. C'est un accompagnement vraiment qui va englober en fait toutes les dimensions de ton univers et pas juste te donner les 3 couleurs, un logo et tout avec ça. Donc ça c'est le côté graphisme. Et puis après du coup il y a des projets parfois qui sortent un peu de ce que je propose, comme par exemple le livre qu'on a fait ensemble. Ça c'est un projet carrément du graphisme, mais c'est peut-être pas le projet que je propose, c'est pas le type de service que je propose le plus, mais que j'ai trop aimé faire aussi parce que je trouve que c'est du coup aussi hyper cohérent d'avoir, c'est quoi, 230 pages qu'on a faites, 230 pages qui doivent être cohérentes l'une avec l'autre, c'est trop chouette aussi comme type de projet. Donc parfois j'ai des projets qui sortent un peu du cadre de ce que je propose. Et en plus ici dans Future Break Club, tu avais aussi le côté illustration, vu qu'il y a plusieurs dessins que tu as fait. En fait, Pauline a vraiment tout fait, genre la planche de stickers, mais aussi, je vous en ai un peu parlé dans la dernière vidéo, mais moi je l'ai vraiment rendu un Google Docs avec que du texte brut. Et puis c'est Pauline qui a fait toute la mise en page. Moi je suis pas du tout capable de faire ça. Le fait qu'il y ait sur certaines pages un peu du fluo, les petits éléments, les petites icônes, les dessins, les pages à détacher et tout. Donc c'est vraiment un taf énorme. C'est vrai que le rendu est trop canon. Tout le monde me l'a dit, genre mais waouh, c'est tellement beau ce que vous avez fait et tout. Mais c'est un projet qui était trop cool à faire aussi parce que autant tu m'as rendu les textes, mais tu avais aussi déjà une vision un peu globale de ce que tu voulais et de ce que tu voulais pas. Et ce qui est trop cool aussi dans ce genre de projet, c'est que moi je peux suivre ton envie, mais aussi exprimer hyper fort ma créativité. Bon, évidemment que ça te plaise toujours au fur et à mesure, d'où les nombreuses révisions. Bien sûr. Mais c'était hyper cool parce que ce genre de projet j'adore parce que j'ai un brief du client, mais je peux aussi vraiment exprimer ma créativité à côté. Forcément, moi je ne m'y connais pas du tout là-dedans, donc c'est vrai que je te disais là je vois bien ça, mais tu restes décisionnaire parce qu'au final moi je ne sais pas comment ça se passe et voilà. Alors je sais pas comment ça s'est passé pour toi, mais je sais que c'est quelque chose que les gens peuvent se dire aussi, mais j'ai aussi envie que les gens autour de moi me soutiennent. Toi, comment ça s'est passé quand tu as dû peut-être annoncer, je sais pas, je pense à tes parents, même peut-être tes grands-parents, parce que moi je sais que mes grands-parents ils étaient un peu là genre comment ça tu quittes un CDI pour te lancer sur les réseaux, qu'est-ce que tu vas faire exactement? Est-ce que tu as ressenti d'abord premièrement le besoin d'avoir leur soutien? Est-ce que tu l'as eu? Est-ce que ça a été compliqué pour toi? Qu'est-ce que tu peux dire un peu de cette expérience? Je pense que au
tout début, j'ai plutôt demandé l'avis à mes potes. Mm. Peut-être par peur aussi qu'on me dise mais t'es sûre, non mais fais pas ça. Et qu'en fait, comme j'étais encore assez vulnérable dans ma décision, Ça aurait pu impacter. j'avais peur que ça m'impacte vers mais oui en fait t'as raison, c'est trop risqué, je le fais pas. Ouais. Donc je pense que d'abord je me suis plutôt penchée vers mes potes et là j'ai reçu beaucoup de soutien. Je pense parce que je commençais déjà à partager un peu mon art depuis quelques temps sur Instagram. Ouais. Et que j'avais toujours des retours positifs de mes potes et tout, et qui aussi voyaient que je m'épanouissais plus du tout dans mon ancien job, que j'étais vraiment éteinte. C'est vrai que ça se sent, hein. Et donc en tant que Ça pote, se t'as un peu voit, envie de oui, dire, c'est bon, ça. Et donc en fait, c'était bah, vas-y, tente le tout pour le tout. Ouais. Et je pense aussi, j'avais la chance de pouvoir me dire, si ça fonctionne pas, j'ai quand même bah, mon diplôme de business derrière, mes 3 ans de consultance derrière. Donc...